Bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être venus. Aujourd'hui on est là pour une conférence sur la web création, qui est un programme un peu original par rapport à ce qu'on proposait d'habitude. Donc on est assez content que la Japan ait accepté de programmer ça. Donc on va déjà poser la problématique. La web création, de manière générale, la création sur Internet, c'est probablement Internet qui est le plus, c'est liberté, accessibilité. Ce qui nous a intéressé de savoir, c'est si c'était aussi simple en fait, s'il suffisait d'avoir une idée pour en faire quelque chose, et dans l'absolu, comment on faisait pour se débrouiller à partir de ça, comment on faisait connaître son idée. Donc, pour ce faire, on va faire ça. Et le plus proche de micro, je crois qu'on t'entend pas. D'abord, on va aborder celui de la création. C'est mieux comme ça? Tout le monde m'entend? Bon. Donc, pour commencer, on va aborder le thème de la création. Comment on fait? Enfin, déjà, il faut avoir une idée. Après, qu'est-ce qu'on en fait de cette idée? Ensuite, on va aborder le thème de la rémunération, enfin, surtout du coût que ça peut avoir, et comment on finance, donc le financement. Et enfin, on finira par la communication, comment on va vers son public et comment on arrive à rentabiliser, enfin, en tout cas à maintenir tout ça et voilà, et à être un peu connu dans des milieux qui sont quand même un peu surpeuplés. Donc pour ce faire, je ne vais pas faire ça tout seul, évidemment, ça ne va pas non plus être un cours magistral, ça va être quelque chose d'un peu interactif. Donc on va vous présenter ça à nous, on va commencer par le début, on va commencer par se présenter. Donc pour ceux qui s'intéressent à la web série, la personne qui va présenter avec moi, vous devez déjà la connaître. Vous l'avez connue sur Les Souverains. Vous le connaissez aujourd'hui dans Populaire. Vous apprendrez à l'aimer dans Damned. C'est un peu le passe-partout de la web série. C'est un des blogueurs. Faites du bruit pour Romain Poilot. Merci. Donc moi je suis passionné de web série. À côté de ça, j'ai ma structure de production qui essaye de se développer dans l'audiovisuel, digital et les nouvelles écritures. Donc j'étudie énormément toutes les questions du financement sur le web, du média pour financer la création. À côté, j'ai aussi un blog qui s'appelle Apprendre le cinéma. Donc voilà, je vais essayer notamment de poser toutes les questions autour du financement sur le web. Est-ce qu'on peut en vivre? Est-ce qu'on peut au moins autofinancer ses créations? Mais bon, il y a aussi Benoît. Alors, Benoît, dans une autre vie, il était joueur international de cartes Magic. Et aujourd'hui, il dirige l'un des plus gros réseaux sociaux de gamers en France, c'est GameWedge. Donc pareil, on applaudit Benoît, on fait un gros big up. Plus fort, ouais! Merci. Oui, donc GameWedge, pour ceux qui ne connaîtraient pas, je ne sais pas s'il y en a, c'est un réseau social destiné aux joueurs. C'est quelque chose qu'on a monté il y a 2 ans, qui monte progressivement. Aujourd'hui, on a 70 000 inscrits. C'est pas quelque chose de révolutionnaire, ça ne va pas remplacer Facebook, ça ne va pas remplacer Twitter, mais par contre ça vous permet, quand vous êtes fan de jeux vidéo et puis de geek culture de manière plus générale, de rencontrer des gens qui ont la même passion que vous et d'avoir accès à tous les outils que vous pouvez trouver un petit peu partout sur le net. Donc voilà, mais dans l'absolu, de toute manière, on n'est pas là pour parler de nous, on va quand même vous présenter nos intervenants, ceux qui vont réagir sur tous ces thèmes et qui vont surtout vous apporter leur expérience. Donc, tout seigneur, tout honneur, on va commencer par Benjamin Allais. Ouais, faites du bruit. Non mais attendez, je vous entends pas, faites du bruit, on est à Paris quand même. Bon, alors réal de Capao, acteur, nouveau trentenaire, jeune marié, bientôt papa. Oui, tu comptes faire long là? Vainqueur du Jack
tu rates dans la vie ou c'est comme ça tout le temps? Je fais comment pour enchaîner les mots sérieux? Oui, effectivement, je ne cuisine pas. Je fais tout le reste, mais je ne cuisine pas. Bah écoutez, donc oui, là, comme Benoît l'a si bien présenté, donc voilà, mon nom est Benjamin Allais. J'écris, réalise et joue dans une petite web-série toulousaine qui s'appelle Capao, donc l'onomatopée d'une tarte dans la gueule. Donc vu qu'il n'y a sans doute pas plus de 10 personnes qui connaissent, je vais faire un petit pitch de la série. Donc le concept est dans un univers où les super-héros existent, sont une chose du quotidien, leur lutte, le bien, le mal. On suit les aventures de deux gros fans de comics qui un jour tombent sur un livre qui explique exactement comment devenir un super-héros quand on n'a rien. Pas de moyens, pas de super-pouvoir ni rien. Et le problème pour ces deux braves garçons, c'est qu'ils sont largement assez gros pour se dire chiche. Donc, on les suit de leur entraînement, la création de leurs costumes, de leur personnalité, de leurs avatars, jusqu'à la rencontre avec des vraies super-vilaines qui, elles, tapent vraiment très fort. Donc, l'inconvénient, c'est quand on est mauvais et pas entraîné, bah, ça pique très fort. Donc voilà, ça fait 4 ans qu'on est dessus, on en est à 11 épisodes. On est une petite web-série donc comique, les épisodes vont de 8 à 14 minutes selon ce qu'on arrive à mettre dedans en fait. Si on n'a rien, c'est court, si on a plein de trucs, c'est long. Je vois, c'est à peu près tout. Voilà, merci. Alors, notre deuxième intervenant, c'est Loud. Alors, Loud, il est directeur d'école le jour, et le matin, il est accro d'After Effects et il s'occupe de gérer une association, il va vous expliquer tout ça. Il est là depuis 5 ans, c'est l'un des plus anciens de la web création. Faites-lui aussi un énorme accueil. Merci. Juste petite question, vous nous entendez bien? Parce que nous, on n'a aucun retour. Genre, si vous deviez donner une note de 1 à 10, ça serait combien? 11? Ah, ça va. Bah vas-y, présente-toi, Loud. Ouais, je te remercie. Alors je pensais pas qu'il allait direct attaquer en disant ouais, c'est un directeur d'école, machin et tout. J'aime pas trop m'en parler, mais oui, effectivement, je suis pas professionnel du métier. Alors je m'appelle Loud. Enfin, mon vrai prénom c'est Ludwig. Voilà, ça ressemble un petit peu à Loud. J'ai 34 ans. Ça fait 5 ans qu'on a commencé un projet vidéo avec une asso que j'ai créée qui s'appelle La Bande Animée. Le projet principal, ça s'appelle Raconte-moi un manga, RMM pour les intimes. On a un stand juste là-bas. On pourrait appeler ça une web série, même si au début, pour moi, c'était plutôt du film amateur que de la web série. C'est donc, on va dire, des petits épisodes qui vont chacun raconter un manga d'une manière un petit peu particulière. À savoir, on va donner vie au manga en faisant vivre la page, carrément. On a d'autres projets, on a un projet qui s'appelle LexiJap, une émission sur le vocabulaire japonais, et une émission de jeux vidéo qui s'appelle Anime Games. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte de plus? J'ai commencé à faire de la vidéo en 98, je suis un vieux, si vous regardez bien ici, vous voyez les tempes grisonnantes. Ouais. Mais voilà, après, de fil en aiguille, il faut essayer aussi de trouver un boulot, faire des études, se poser. Donc j'ai mis tout ça en parenthèse pendant pas mal de temps. Et puis j'ai commencé à relancer des projets vidéo en 2008-2009, une fois qu'on a eu une maison en fait. Parce qu'on avait un super grand grenier, on s'est dit putain, on peut faire plein de choses là-dedans. Et puis on a fabriqué une sorte de mini-studio, vraiment avec du bricolage. On en parlera un petit peu quand ça sera la partie financement. Et j'ai réuni mes vieux potes il y a très longtemps. Se sont greffés les potes de potes, et puis les potes de potes de potes de potes, et puis même quelques fans qui nous ont rejoints un petit peu partout. Et puis voilà, ça fait 5 ans qu'on fait ça et on kiffe. Voilà, c'était bien? Et ben c'est parfait. Du bruit pour Loud. Bon alors notre troisième invité, j'ai bien préparé un truc, mais est-ce que vous avez vraiment besoin que je vous le présente? Il y a des gens qui le connaissent ici ou pas? Ouais. Attends Mathieu, t'es pas connu en fait. Faut pas, non. Je croyais que tu ramènerais du monde et tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Personne vient me voir, jamais. Bon, on est très content que l'hôpital psychiatrique l'ait laissé sortir. J'ai une dérogation de quelques jours, c'est sympathique. Je remercie mon docteur d'ailleurs. Vous serez soigné pour schizophrénie, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et les voix dans ta tête? Les voix vont bien. Les voix vont bien. Bon, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, s'il y en a, je sais pas, peut-être que vous vivez dans une grotte, vous n'allez jamais sur internet. Le troisième invité est Mathieu Sommet. Oui.
on est à 4 saisons de SLG, si je dis pas de conneries, on doit arriver à la fin de la 4e. On arrive à la fin de la 4e de SLG, j'ai commencé en mars 2011. 2011 le projet SLG, qui a pas mal évolué depuis le début au niveau de la structure de SLG. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est ce qu'on appelle du review de vidéo, donc c'est de l'analyse de vidéos d'internet, de l'internet mondialisé. Et je fais ça avec humour et calembour, avec des personnages dans ma tête. Et je m'amuse bien depuis ces longues saisons. Je vieillis en même temps que l'émission. Je suis devenu un vieux con au fur et à mesure. J'ai perdu cette naïveté et cette candeur que j'avais dans les premiers épisodes. C'est trop triste. C'est beau ce que tu dis. C'est beau, c'est beau. Du bruit. Bon alors tout de suite on va attaquer par le premier thème. Le premier thème c'est la création. Est-ce qu'il suffit d'avoir une idée? Est-ce qu'on décide de se mettre à internet juste parce que c'est un truc qui marche et qui va permettre de rencontrer du monde? Est-ce que voilà, on va s'intéresser un petit peu à tout ça, et puis surtout quand on a une idée, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on en vient à la publier sur internet, etc. Alors, au niveau des questions, première question, on va parler un peu de la genèse, de l'idée de vos projets respectifs. D'où est-ce que ça vient? Ben, vas-y, à toi l'honneur. Écoutez, alors, notre série à nous est née de la même manière, je pense, que toutes les idées stupides peuvent naître, c'est autour de trop de bouteilles de bière, je crois. À force, en fait, on s'est toujours posé la question, en tant que gros fan de comics, on s'est toujours posé la question voilà, en imaginant qu'on puisse devenir un super-héros, qu'est-ce qu'on ferait? On s'habillerait comment? Qu'est-ce qu'on aurait comme gadget, comme connerie? Et à force de se répéter la question, de se la répéter encore et encore, l'idée en fait de la série a fini par naître. Et un jour, je suis tombé sur internet, sur un livre qui explique effectivement, ce livre existe, cherchez-le, c'est très drôle, qui explique effectivement comment devenir un super-héros. C'est pas, tout est dedans. Comment lancer un batarang, comment entraîner un acolyte, comment faire rouler sa voiture sur ce monde de roues, comment résister à un gaz mortel. Enfin, absolument tout est dedans, tout est expliqué. Et lorsque je suis tombé sur ce livre et que je l'ai acheté, je me suis dit, mais imaginez que quelqu'un soit vraiment suffisamment con pour se dire, mais vas-y, j'y vais. Vas-y, je mets un masque, un costume, une cape et ça y est, j'y vais, je vais combattre le crime. Et à partir de là, voilà, j'ai commencé à écrire sur des petits bouts de post-it, à droite, à gauche, sur des bouts de nappe, des idées par rapport à la série, et puis les personnages ont fini par apparaître. Et à force finalement d'en parler à des potes, j'ai commencé à avoir plein de potes qui me disaient, vas-y, c'est sûr que c'est faisable. Mais il manquait quelque chose, il y avait quelque chose, j'arrivais pas à me lancer dans le projet. Et un jour, j'ai eu la chance de faire un petit documentaire, un documentaire sur le tournage des Noobs, c'était à l'époque de la saison 2, pour ceux qui se rappellent le crossover avec la Flanders Company. Et en fait, lorsque je me suis rendu compte que pour lancer un projet, pour lancer une histoire, quelque chose même sur un pitch complètement stupide, il suffisait juste d'un petit peu de matos, une bonne idée à la con et une grosse bande de potes. Voilà, pour moi, la solution l'était là. Donc je suis rentré à Toulouse, vu que ça se tournait à Toulon. Je suis rentré à Toulouse, j'ai attrapé mes potes et on s'est tous motivés pour vraiment partir sur cette idée imbécile. Donc voilà, notre genèse à nous, c'est une série de soirées beaucoup trop arrosées, un bouquin à la con et des potes qui te motivent. Et paf, ça fait cabao. Alors, moi je picole pas, donc ça peut pas être le même truc. Non, mais moi ce que je voulais, ce dont je voulais parler en fait, c'est de ma passion pour le manga, les animés, qui date depuis que je suis tout petit. Je me rappelle quand j'étais petit, apparemment, je regardais des dessins animés, je regardais Jace et les Conquérants de la Lumière sur le pot. Voilà. C'est assez sympa. Donc j'ai toujours aimé les mangas et les animés, et puis j'ai aussi aimé beaucoup les vidéos parodiques. Je pense notamment aux Inconnus dans les années 90, et j'aimais vraiment ça, et puis je me suis dit un jour, pourquoi pas essayer de faire des vidéos amateurs. Donc on a commencé en 98, j'ai essayé de faire un BTS audiovisuel, et puis on n'a pas voulu de moi. C'était un lycée privé, et puis apparemment mon style ne plaisait pas des masses. Voilà. Donc c'est tout, j'ai fait autre chose de ma vie, mais j'avais toujours dans ma tête ces deux passions, à savoir l'univers de la Japanime, le manga et les animés, et puis la vidéo, faire des vidéos. Et puis comme
j'en ai parlé, on va dire en 2008-2009, le fait d'avoir une maison, il y a eu aussi autre chose qui a été assez déclencheur, c'est l'acquisition de la chaîne No Life. Tout le monde connaît No Life, hein, je ne vais pas vous en parler, tout le monde connaît. Donc oui, quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, je me rappelle de tous ces gars-là, je les ai déjà vus, ils faisaient des vidéos amateurs il y a quelques années, ils faisaient les Bitoman, etc. Waouh, ils ont réussi à lancer une chaîne, ils n'avaient pas énormément de moyens. J'ai vu Nerds, j'ai vu qu'en fait, ils faisaient leur petit trip dans une chambre ou dans un appart. Je me suis dit, nous, on a un grenier. Allez, on y va, on retente le coup, on essaye de refaire de la vidéo. Et puis, on est parti sur l'idée de raconte-moi un manga. Moi, j'ai fait pas mal de critiques sur le web de manga, c'est ma passion, et je m'étais bien rendu compte qu'en fait les gens, ça les faisait un petit peu chier de lire un énorme texte qui te raconte et qui analyse tel manga, etc. Moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est que les gens se fassent leur propre avis. Donc, je voulais être assez neutre. Alors, on s'est dit, voilà, on va essayer de faire de la vidéo qui raconte des mangas. Raconte-moi un manga. Voilà. On n'a pas été chercher très très loin pour le titre. Maintenant, au niveau de la narration, qui est assez particulière, à savoir une sorte de grand-père qui va vous faire rentrer dans le manga, on pourrait dire qu'une de mes influences, c'était le père Castor. Vous voyez l'image du vieux, là, qui est avec sa pipe. Ah, mes petits-enfants, comment allez-vous? Ah, de mon temps, etc. Un peu aussi le grand-père Simpson dans Abraham. Voilà. Après, au niveau de la mise en scène, c'est-à-dire le noir et blanc, les cases, un truc qui m'a toujours embêté, c'est que les gens confondent animé et manga. Je voulais vraiment que les gens comprennent qu'un manga, c'est une BD. C'est pas la même chose. Donc on s'est dit, allez, on va vraiment expliquer ce que c'est qu'un manga, du noir et blanc, ok, des cases, ok, allez, on va mettre des bulles, on va mettre des onomatopées, on va faire tourner les pages, et c'est un petit peu comme ça qu'est né Raconte-moi un manga. Voilà. Merci Loud. Mathieu? Oui, alors comment j'ai commencé SLG? Sur un malentendu. En fait, SLG, avant de commencer la vidéo, c'est la teuf les mecs. Avant de commencer SLG, je faisais un peu de théâtre amateur. J'ai commencé très tardivement le théâtre amateur et ça a fait tilt dans ma tête. J'ai fait tiens, j'aime bien être sur scène et raconter des blagues. Et du coup après j'ai enchaîné un petit peu avec des potes qui avaient une asso de ciné amateur. Et on a fait un peu de cinéma, quelques vidéos. Et le problème c'est que moi j'en voulais un peu plus parce que eux avaient leur taf à côté. Moi j'étais encore étudiant à l'époque dans un truc qui n'avait rien à voir. J'étais en BTS tourisme, je vendais des hôtels. J'ai pas du tout aimé, j'ai eu mon diplôme mais j'ai jamais travaillé là-dedans. Et du coup, en fait, eux avaient leur taf à côté, du coup, on pouvait pas faire autant de films que je voulais ou autant de projets que je voulais. Du coup, j'ai commencé SLG parce que ça s'est adapté d'une émission américaine qui s'appelle Equal Free de Ray William Johnson, pour ceux qui connaissent, qui s'est arrêté il n'y a pas beaucoup de temps. Et en fait, j'étais très familiarisé avec le monde de l'Internet, avec la culture de l'Internet, des chats, forcément. Et du coup, j'ai commencé SLG en partant de cette émission de Ray William Johnson, en l'adaptant un petit peu à ma sauce, parce que c'était pas l'idée de faire du copier-coller de Ray William Johnson. Et en fait, au fur et à mesure, j'en ai trop pris. Et du coup, j'ai pu voilà, faire un petit peu cette émission à ma sauce où j'étais tout seul sur le projet, et je suis encore tout seul sur le projet. J'aimerais bien travailler avec d'autres personnes maintenant que ça évolue un peu. Et voilà. Et voilà. Et je déteste conclure sur et voilà. Mais je l'ai fait. C'est pas bien grave. Je vais t'aider en enchaînant sur la prochaine question à parler un petit peu de logistique. Comment vos projets respectifs se sont mis en place? Combien de temps ça vous a pris entre l'idée et la concrétisation? Et alors, attention, je relis mes notes. En termes de ressources techniques et humaines, comment ça s'est passé? Voilà. On sent le mec qui a préparé quand même. Hein. Ouais. Au dernier bar du bruit pour Romain. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mathieu, tu commences. Alors en termes de logistique en fait, si j'ai bien compris, ouais, le premier mot. En fait moi, au niveau des moyens, c'est plutôt sur les moyens qu'on va partir. En termes de temps, entre l'idée et la concrétisation, combien de temps ça vous a pris? En termes de ressources techniques, qu'est-ce qui vous a fallu? Et en termes de ressources humaines, qu'est-ce qui vous a fallu? D'accord. En termes de temps pour l'idée, en fait au début l'épisode pilote que j'avais écrit c'était
c'était, comme son nom l'indique, un pilote. Donc j'ai fait plusieurs prototypes avant de sortir l'épisode final, qui était très mauvais, hein, soit dit en passant. Et en fait j'ai essayé, en fait SLG c'est un peu un atelier qui a évolué au fil du temps. Je faisais les premiers épisodes qui étaient pas très bons, et en fait au fur et à mesure, mais comme tout, donc en fait plutôt que d'essayer de gérer l'idée sur le papier, je le faisais. Je préfère la pratique à la théorie. Et après en termes de ressources, donc en termes de, par exemple la caméra c'était pas la mienne parce que j'avais pas les moyens de m'acheter une caméra à l'époque, j'étais étudiant, donc j'avais demandé à ce qu'on me prête une caméra qui était une très très bonne caméra de mon asso de cinéma. En termes de projo, c'était des projecteurs de chantier, j'avais pas de décor. Au niveau du logiciel de montage, j'avais jamais fait de montage, donc j'ai appris aussi sur le tas. Et en termes d'humain, j'étais tout seul. Il m'arrivait pendant des soirées aussi très arrosées de regarder des vidéos entre amis et de dire mais qu'est-ce qu'on pourrait dire. Mais généralement en fin de soirée, les idées étaient tellement absurdes qu'il fallait être soi-même bourré pour comprendre l'idée de base. Ouais. Du coup, non, en termes humains, j'étais toujours tout seul devant ma page blanche. Voilà. Alors, tu peux répéter la question, s'il te plaît? Est-ce que le public a compris la question? Ceux qui ont compris la question, lèvent la main. Bon, ça fait 60%. Ceux qui n'ont pas compris la question, lèvent la main. Bon, ça va, c'est un bon ratio. Alors, je répète la question, je demande comment, à partir de l'idée, s'est mis en place le projet en termes de temps. Donc, combien de temps entre l'idée originale et le premier épisode? En termes de ressources humaines, combien de personnes ont été sur le premier épisode? Et en termes de ressources techniques, donc, qu'est-ce qui vous a fallu? Voilà. Qui n'a pas compris la question? Eh ben, vous êtes bêtes, messieurs. Vous êtes bêtes, tout le monde fait bouh. N'hésitez pas, continuez à me faire chier comme ça, j'aime bien. Oui, alors, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas forcément eu de temps entre l'idée et la création, c'est-à-dire qu'on s'est lancé dedans. On n'a pas cherché à comprendre, on a commencé à filmer, et puis c'est à ce moment-là qu'on s'est dit qu'on allait faire comme ci, qu'on allait faire comme ça. Ça s'est fait progressivement aussi. Après, au niveau des moyens, on avait un caméscope à la con qui traînait depuis une paire d'années. J'avais acheté ça en 96-97 quand je voulais faire un BTS audiovisuel et qu'on m'a dit get back. Donc il a resservi, mais j'avais vraiment zéro notion d'audiovisuel. Je savais pas ce que c'était que les éclairages, je savais pas ce que c'était qu'un storyboard. Enfin, j'en avais vaguement entendu parler, bien évidemment. Mais voilà, j'avais pas étudié ça. Moi, j'avais fait des études de sciences qui n'avaient absolument rien à voir. Je savais disséquer un poisson, mais voilà, je savais pas comment. Je connaissais pas la grammaire de l'image. Et puis, en fait, on se forme sur le tas petit à petit. Moi, ce que j'adore, c'est, par exemple, je vais vous raconter une anecdote. Un jour, il y a France 3 qui est venu faire un reportage chez nous, dans notre joli grenier, notre studio de tournage, et ils ont dit, vache, vous faites comme les pros. Mais nous, on ne le savait pas. En fait, c'est les échecs qui nous ont permis de progresser en termes de méthodologie. On était parti sans faire de storyboard, on s'est dit, non, c'est la merde, il va falloir quand même essayer de cadrer ça. On n'avait pas forcément écrit les dialogues, oui, là on va les écrire, puis on va même les écrire au propre pour que tout le monde puisse les lire, puis on va les envoyer à tout le monde. Voilà, c'est toutes ces petites choses-là, ça s'est fait sur le tas, et puis au final, rien n'est inventé, c'est-à-dire que c'est logique, quoi. C'est des choses qui arrivent petit à petit, on se rend compte qu'il n'y a pas 36 solutions pour faire des bonnes vidéos. Voilà. Au niveau des personnes, j'ai de la chance d'avoir des très bons potes depuis très 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 longtemps, notamment un pote qui s'appelle Seb, qui a commencé les conneries audiovisuelles avec moi dans les années 90. Et puis j'ai ma copine Virginie, qui elle aussi est dans le même trip que moi. Ça c'est quand même une grosse chance qu'on peut avoir. Et puis qui m'a 100% suivi dans ces délires-là. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ensuite on a d'autres potes qui ont commencé à voir nos vidéos puis qui se sont dit tiens, ça a l'air marrant, on va filer un coup de main. Le petit souci que j'ai, c'est qu'en fait dans l'équipe, il n'y a pas forcément énormément de personnes qui sont fans de manga et d'animation et de vidéos. Ce qui fait que parfois ça va freiner notre progression. Moi j'aimerais bien aller très très haut,
c'est-à-dire faire encore plus de vidéos, faire encore plus de projets. Mais voilà, tout le monde a sa vie. C'est déjà énorme que j'ai réussi à réunir une trentaine de personnes, on est à peu près 30 si on va prendre la grosse équipe, une trentaine de personnes qui vont venir se geler dans mon grenier en hiver pour faire les tournages. Voilà. T'as vu, moi aussi je finis par voilà. Ouais. Comment on pourrait terminer à part voilà? C'est tout. Je passe le micro à Ben. Alors, la partie la plus longue en fait, il y a dû avoir entre 1 et 2 ans entre les premières idées et vraiment la vraie mise en place de la série. Et la partie la plus longue en fait, ça a été le temps qu'il a fallu à mes potes et à celle qui est devenue ma femme aujourd'hui d'arriver à me choper par le bout du calbac et me dire tu vas la faire ta série, nom de Dieu. Voilà, ça a été arrivé à me convaincre que c'était faisable. Que j'avais ce mauvais défaut qui était non mais c'est pas assez bien. On a un épisode de nous, je lui dis non mais on peut pas. Et la Flanders et le visiteur qui est arrivé derrière. Voilà, à chaque fois il y avait toujours quelque chose qui me ralentissait. Donc à partir du moment où on a réussi par me convaincre que c'était faisable, qu'on pouvait juste prendre ce qu'on avait sous la main et faire cette fichue série. À partir de là, ça a dû prendre quelques mois le temps de trouver alors qui c'est qu'on va mettre à la perche. Enfin, quand je dis perche, je dis balai télescopique parce qu'on fait un crochet voilà, sur le côté matériel. Vu que je faisais des petites vidéos depuis mes 18 ans, voilà, bah, on avait un petit caméscope HD qui traînait par là. Je bidouillais un petit peu mon programme de montage. Mais voilà, j'avais jamais joué devant une caméra, j'avais jamais vraiment fait de la vraie mise en scène, c'est-à-dire avec des plans de raccord, champ contre champ, toutes ces conneries, jamais touché de ma vie, donc on savait pas du tout, mais alors pas du tout où on allait. Donc voilà, après voilà, la grande question c'était alors qui c'est qu'on met à la perche, qui c'est qu'on met à la... non, pas à la lumière, parce que ceux qui ont vu la série savent qu'il n'y a aucune gestion des lumières. Voilà, aucune. C'est tout lumière naturelle, ou dans le meilleur des cas, c'est l'halogène du salon. Voilà, c'est quand on arrive à le ramener sur là où on tourne. Donc voilà, pour la mise en place en elle-même, ça a pris quelques mois. Me bouger le cul, ça a pris quelques années. Et après, voilà, trouver les bonnes personnes. Bah pareil, ça a été des potes, à droite, à gauche, les mecs qui voulaient bien nous filer un coup de main, même les mecs qui venaient juste pour regarder ou pour nous dire c'était pas bon. Bon, je m'en vais. Voilà, des mecs qui venaient juste pour filer un coup de main, voilà, trouver les bonnes personnes, et après, en soi, ça a à peine pris quelques mois. Et pour le matériel en lui-même, oui, on a dû commencer le premier épisode avec quoi, 3 trombones, 2 élastiques et un chewing-gum. On a vraiment fait MacGyver sur la série. C'est vraiment ça. Je crois qu'on est une des web-séries les plus amateurs possibles. Mais vraiment, c'en est presque flippant. Pour la lumière naturelle, il faut remercier le fait d'être à Toulouse, hein, parce que vaut mieux être à Toulouse qu'à Lille quand même pour les externes. Ah oui, c'est clair. Après, c'est vrai que Toulouse, il y a un vivier de web-séries qui m'étonne à chaque fois que j'en découvre. Que ce soit nous, que ce soit Sweet Brain, que ce soit Terminus Z, il y a un nombre de web-séries effrayantes. Et Cops aussi, et Cops qui malheureusement ont mis fin à leur projet, mais on espère qu'une chose, c'est que l'équipe retrouve un bon projet pour se mettre dessus. Mais c'est vrai que l'air de rien, pour une petite... C'est moi qui sonne? Mais c'est vrai qu'on a eu la chance à Toulouse d'avoir un décor phénoménal comme la ville de Toulouse à mettre en avant, et le fait de ne pas avoir des très très grosses web-séries, on n'a pas eu énormément de concurrence par rapport à ça. Mais c'était génial, c'est vraiment génial. Bon, alors pour revenir un peu pour rester dans le sujet et savoir un petit peu comment on en vient à faire de la web création, ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous en êtes venu au web. Qu'est-ce qui vous a amené à choisir le web? Mathieu a commencé un peu à l'introduire tout à l'heure, mais quand on regarde ce que vous faites, Ben a pertinemment le talent pour faire de l'actorat ou pour faire de la réal. Pourquoi ne pas avoir choisi cours? Mathieu, tu as sans doute fait un peu de théâtre d'impro et tu as l'écriture pour faire du stand-up. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la vidéo plutôt que de la scène? Et voilà, qu'est-ce qui vous a, un peu pareil pour nous, qu'est-ce qui vous a poussé? C'est un peu chiant, Marcel. Un peu pareil pour nous, ce que vous proposez avec Raconte-moi un manga, ça rentrerait parfaitement dans la ligne éditoriale, par exemple, de No Life ou autre. Qu'est-ce qui vous a poussé vers Internet, en fait?
c'est une grande question en fait, mais en fait Internet, l'avantage de ce média-là, c'est que c'est un média très 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 populaire. Donc c'est un média, dans le sens populaire, c'est un média qui est fait à la base, qui a été fait pour le peuple et par le peuple. C'est-à-dire que c'est une petite porte Internet. Quand je compare ça avec une autre époque, par exemple, qui a 20 ou 30 ans, quand on avait envie de faire de l'actoring, ou quand on avait envie de faire de la scène, ou quand on avait envie de travailler, on était obligé de passer par la téloge, par le monde du cinéma, si on voulait avoir une émission, il fallait que l'émission elle respecte les carcans de la télévision, il fallait qu'elle fasse de l'audimat, sinon t'étais déprogrammé, et bref, il y avait plein d'émissions qui pouvaient pas être faites parce que c'est des émissions qui n'allaient pas plaire à un public assez large. En fait, l'avantage d'Internet, c'est que tu peux faire un petit peu ta sauce, et que ça fonctionne, et proposer autre chose que le média traditionnel de la télé. Et c'est pour ça que je trouve que le public jeune, ado, voire jeune adulte, est ultra fan d'Internet et de moins en moins de la télé. À chaque fois que j'en parle à mon public, c'est pas des gens qui regardent la télé, et au contraire ils sont très critiques envers la télé. C'est toujours le même discours, c'est on bouffe de la pub, ils nous prennent pour des cons et c'est des programmes de merde. Désolé d'être vulgaire, mais c'est ça. Et en fait Internet permet de proposer une autre voie. Donc personnellement j'ai choisi Internet pour ça, parce que ça représente déjà quelque chose, ça représente une certaine liberté de parole, une certaine liberté d'idée. On n'a personne au-dessus qui nous tape sur les doigts pour dire il faut que vous fassiez ça, il faut que vous fassiez ça, il faut que vous fassiez ça. Pour moi par exemple, c'est que je peux me permettre une liberté de parole sur n'importe quel sujet de société que je vais aborder dans SLG. Pour une web série, ça va être de pas forcément partir sur les classiques d'une série qui peut passer par exemple à la télévision. On peut sortir de ces carcans-là, et ça nous permet d'avoir vraiment le contrôle sur notre vidéo de A à Z. Et Internet, ouais, voilà, Internet c'est la liberté juste pour ça, et j'espère que ça va continuer comme ça, et que les indépendants, il y en aura de plus en plus sur Internet, même s'il y a de plus en plus de structures type télévisuel sur Internet, il y a quand même des indépendants qui continuent de faire leurs vidéos, et je pense que ça va continuer de toute façon. On est sur la bonne lancée pour avoir des gros créatifs, et des créatifs beaucoup plus visibles par la population que ça leur a été il y a 30 ans. Moi je pense que déjà tout le monde a accès à Internet, c'est super simple. Faire une vidéo et la balancer sur le net, c'est super simple. Voilà. La deuxième chose, moi j'habite dans une ville qui s'appelle, je pense pas que vous connaissiez, ça s'appelle Charleville-Mézières, dans les Ardennes. Ardennes represent. Il y en a qui sont dans les Ardennes. Ouais, 08 pouet, ouais. Voilà. Alors c'est pas une ville énorme, donc forcément il n'y a pas beaucoup de monde, il n'y a pas d'école de cinéma, il n'y a pas toutes ces choses-là. C'est compliqué de sortir de sa cambrousse, c'est ça, à part avec Internet. Maintenant, concernant tout ce qui est télé, nous on a la chance d'avoir notre série qui a été diffusée sur la chaîne Kazé TV. Kazé TV était venu nous voir et puis a acheté 22 de nos 22 premiers épisodes, donc on a été diffusé là-bas. On n'a pas eu de contraintes particulières, on nous a pas demandé de faire tel manga plutôt que d'autres. Ça c'était c'était on va dire une de mes peurs. Je voulais pas, t'en as parlé, mais je voulais pas qu'on me dise oh ben tiens tu vas faire Fairy Tail parce que ça marche. Si j'avais pas envie de faire Fairy Tail à ce moment-là, je le faisais pas. Si j'avais envie de faire Georgie, un super manga, je le faisais. Et c'est vrai qu'avec Internet, c'est une arme à double tranchant parce que on voit des gens qui veulent faire des vues simplement pour faire de la vue. Je vais prendre un exemple tout bête, mais hier, il y a un crétin qui est intervenu sur la scène pour faire le malin, pour se faire filmer avec son téléphone portable, pendant que nous, on avait fait une vidéo. Mes potes et moi, on avait passé 300 heures pour faire un épisode pour Japan Expo, on le passe, et le mec, il vient faire le mariole simplement pour faire ses 2000, 3000, 4000 vues avec son téléphone portable. J'ai trouvé ça, mais un manque total de respect par rapport à toutes les personnes qui étaient là, et c'est le souci d'Internet. On voit du très bon, hein, il suffit de regarder, c'est Vimeo, c'est ça la plateforme qui passe, oui c'est ça, il y a du très bon, mais il y a du très mauvais, des gens qui s'amusent à dire du mal pour du mal, qui font n'importe quoi en fait. C'est un bel outil, mais comme tous les bons outils, il faut savoir s'en servir. Et j'ai pas terminé par voilà. Exact.
ce qui nous concerne, en fait, en soi, on savait pertinemment qu'une série parodique, enfin, une série comique sur l'univers des super-héros, quoi qu'il arrive, elle était presque de base destinée à Internet. On sait pertinemment que la télévision, on allait être bloqué par que ce soit une question d'horaire, une question de cadre, une question de format. On ne pouvait pas dire ou faire ce qu'on voulait de la manière qu'on le voulait réellement. On allait être contraint de toutes les manières. On allait être forcément avoir la pression par rapport à une façon, comme disait Mathieu, question de rentabilité. Si on avait été financé d'une manière ou d'une autre. Et vous n'aurez pas fait confiance? Ah non, absolument pas. Absolument pas. Il y a de grandes chances que si jamais la série n'avait pas été un succès dès le début, on n'aurait sans doute même pas eu l'autorisation ne serait-ce que la terminer. Donc le faire sur Internet, c'était une manière de nous assurer de pouvoir dire ce qu'on voulait, de la manière qu'on voulait, et de pouvoir le faire jusqu'à la fin. Voilà, on pouvait faire vraiment ce qu'on voulait. Le souci donc par rapport à la télévision, c'était le problème des carcans, donc tout ce qui était horaire, tout ce qui était format. Et après, on va pas se leurrer, le cinéma français, c'est une industrie familiale. C'est-à-dire, voilà, le système c'est pas compliqué. Si on n'est pas le fils de quelqu'un qui est déjà dedans, si on n'est pas pistonné ou qu'on n'est pas en contact avec quelqu'un qui est déjà dedans, il y a très peu de chances pour qu'on puisse y rentrer d'une manière ou d'une autre. C'est un univers qui en soi est très fermé. Et je pense qu'en réponse à ça, il y a toute une génération de créatifs, de vidéastes, de cinéastes, qui n'avaient qu'une envie, c'est de faire partie de cet univers-là, de raconter leurs histoires, de mettre leurs images sur un écran d'une manière ou d'une autre. Et à avoir ces deux systèmes, la télévision et le cinéma, tellement fermés, tellement obtus par rapport à une autre vision, une autre manière de faire, Internet est arrivé limite comme un messie. Enfin, c'est d'un coup, Internet est arrivé en disant, écoute mon gars, tu fais ce que tu veux, tu le racontes comme tu veux, fais-le à ta sauce, fais-toi plaisir. C'était, oui, c'est l'Eldorado, mais après voilà, l'inconvénient c'est qu'on peut, trop de liberté fait qu'on peut effectivement tout faire dans tous les sens du terme, le bon comme le mauvais. Mais cette liberté en elle-même, c'est ce qu'on attendait depuis tellement longtemps qu'on ne pouvait pas passer à côté. Donc il y a eu une partie de frustration de ne pas pouvoir faire ce qu'on rêvait de faire, parce que voilà, je vais pas mentir, lorsque j'allais au cinéma, je jouais les films, mon kiff c'était pas je veux faire ça mais sur Internet. Je voulais faire du cinéma, je voulais voir ça sur un grand écran. Mais Internet a été la réponse à tous nos espoirs, c'est le côté vraiment faire ce qu'on voulait, comme on le voulait. On arrive à la fin de cette première partie de conférence, première sur 3. On va ouvrir les questions publiques. Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie? Est-ce que vous avez des questions sur cette... Est-ce que vous avez des questions sur... Sur cette première partie. Commis de répétition exactement. Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie, de l'idée à la conception? Il y a le jeune homme à l'épée Minecraft. Alors, Lorraine, on a besoin de toi. Le jeune homme à l'épée Minecraft, est-ce que tu peux brandir ton épée s'il te plaît? Ouais, super. Dans YouTube ou sur Internet. Est-ce que tu peux parler plus proche du micro s'il te plaît? Ok. Par exemple, si j'ai envie de me lancer sur Internet ou sur YouTube, comment dire, pas que pour moi, hein, pour toutes les autres personnes qui sont dans la salle, quels sont les... Comment dire, ça fait bizarre de parler comme ça. Donc si tu as envie de te lancer sur Internet, quels sont les conseils, les bonnes pratiques éventuellement? C'est ça? Oui. Alors messieurs, vos conseils pour des jeunes personnes qui ont envie de se lancer, qui ont envie de faire de la web création sur le média web? Mais ça dépend de ton objectif. Pourquoi est-ce que tu veux faire de la vidéo sur Internet? Moi, c'est la question que j'aurais envie de te poser. Est-ce que c'est pour faire comme tout le monde? Est-ce que c'est pour te faire un nom? Est-ce que c'est parce que tu aimes la vidéo? Est-ce que c'est parce que tu as une passion et tu as envie de la transmettre? Parce que j'ai une passion et j'ai envie de la transmettre. D'accord. Mais une passion de quoi? Une passion de la vidéo? Oui, tout ce qui est jeux vidéo et autres. Jeux vidéo, ok. Donc, des conseils? Mais déjà, lance-toi. Essaye déjà de faire une vidéo et puis voir ce que ça donne. N'hésite pas à la publier même si elle est mauvaise. Après...
tu vas t'en prendre plein la tronche. Hein. Ça c'est une certitude. Il y en a plein qui vont dire ouais, elle est nulle ta vidéo, tu sers à rien, machin. Tu t'en fous. Si vraiment c'est ça ton objectif, essaye d'en faire une, essaye d'avoir des conseils constructifs, c'est-à-dire des personnes qui vont te dire ça c'est pas bien, tu pourrais peut-être essayer de le faire autrement. Et le meilleur conseil que j'ai à te donner, c'est lance-toi, renseigne-toi aussi au niveau de... Parce que tu as l'air un petit peu jeune, non? J'ai pas mes lunettes, mais t'as pas l'air d'avoir 42 ans, c'est ça? Non. Ouais. Non. Donc essaye de voir avec des plus vieux, si tu as des grands frères, si tu as des copains qui sont un peu plus vieux, qui ont déjà essayé de tripoter un caméscope ou des choses comme ça, ou une caméra. Et puis, mais lance-toi. Mais si tu es passionné, vas-y. Oui, mais après, je peux, puisque ma vidéo elle est nulle, après, les gens ils peuvent se moquer de moi et autres. Par exemple, je peux passer dans SLG. Oui, tu t'en fiches de... Ils se foutent de ma gueule. Non, je traite plus. Il a peur de passer dans SLG. Rassure-toi, je traite plus ce genre de vidéos depuis la saison 4. Je traite plus des vidéos amateurs parce que justement, on a eu des discussions avec Antoine Daniel par rapport à ça. C'est qu'on a un problème de conscience. On n'a pas de Larsen là aussi. C'est qu'on a vraiment un problème de conscience par rapport à ça. Et effectivement, on ne traite plus les vidéos amateurs. Et de toute façon, ça ne nous amuse plus. Après, pour revenir à ta question sur les conseils, des haters, t'en auras. Hein. Tu vas te faire bâcher. En plus, t'es jeune, donc tu vas te faire bâcher. Si on entend ta voix, ils vont dire c'est qui ce pyjama qui fait de la vidéo. Mais ça, tu le sais déjà. En fait, l'avantage que tu as, c'est que si tu commences à faire la vidéo déjà avec ton jeune âge, et après les autres, c'est pareil. Plus on commence tôt, mieux c'est. Plus on apprend de ses erreurs, comme tu disais tout à l'heure, tu vas faire des conneries. Hein. Le son va être nul, le montage va être pas bien, la voix, l'écriture, tout sera nul. Et je suis désolé, ça sera médiocre. Mais ça te permettra dans 5, 6, 7 vidéos, 10 vidéos, au bout d'un an, et ben, tu auras appris, tu pourras faire d'autres vidéos. Et au fur et à mesure, par exemple, toi tu veux faire du jeu vidéo, au début tu vas être forcé de t'adapter des gros youtubeurs qui font du jeu vidéo. Donc PewDiePie, Squeezie, ou je sais pas ce qui t'intéresse, ou si c'est du Minecraft, j'ai vu que tu avais du Minecraft, Fanta et Bob. Donc tu vas être influencé par eux. En fait, à terme, ce qu'il va falloir, c'est vraiment ne pas faire du copier-coller d'une autre émission. Bien sûr qu'on a tous des influences, mais il va falloir vraiment trouver ta patte, ce que tu as envie de dire et ce qui te plaît de dire. Et ne jamais, au grand jamais, écrire des choses par rapport à ce que le public va apprécier en fait. Il faut pas écrire pour que ça fasse plaisir au public. En fait, il faut que ça vienne de toi et que ça vienne uniquement de toi et que tu sois en accord avec ce que tu écris. Et même si tu feras pas énormément de vues au début, ben, au moins tu auras la conscience tranquille et tu pourras vraiment travailler là-dessus. Alors, je suis désolé, on est un petit peu en retard, on va directement passer au thème 2 qui concerne le financement. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez les reposer tout à l'heure.